L'année dernière était diffusé le dernier épisode d'une série qui aura tenu l'Amérique en haleine pendant près de 7 ans, Yellowstone. Un western contemporain, un drame familial, une fresque politique déguisée, l'histoire d'un homme, John Dutton, propriétaire du plus grand ranch du Montana, qui lutte pour préserver sa terre contre un monde qui ne lui ressemble plus. Politicien corrompu, promoteur immobilier, réserve autochtone, touriste californien. Entre le récit d'une structure familiale en déclin et celui d'une nation qui se replie sur elle-même, Yellowstone a cristallisé bien plus qu'une mode télévisuelle. Avec plus de 12 millions de téléspectateurs pour sa 5e saison, elle a pulvérisé les scores, un des plus grands succès d'audience de la décennie sur le câble américain, et pourtant quasiment absente des Emmys, ignorée par les Golden Globes. And the Emmy goes to Succession. La presse s'est montrée distante, voire moqueuse. On a parlé de séries pour rednecks, de récits trumpistes, de fantasmes, de suprématie blanche. Mais personne ne pouvait nier une chose, Yellowstone racontait quelque chose que l'Amérique ne voulait plus entendre. Car Yellowstone n'a pas percé à New York ou à Los Angeles, elle a conquis ce qu'on appelle les flyover states, ces états que les élites côtières survolent sans jamais s'y arrêter, des territoires oubliés, parfois méprisés, qui ont trouvé dans la série un miroir. Très vite, des analystes culturels se mettent à poser la question qui fâche, et si Yellowstone, derrière ses chevaux, ses fusils et ses barbecues, était le symptôme d'une bascule? Et si son succès massif révélait quelque chose de plus profond, de plus idéologique? Le retour discret mais massif d'une droite culturelle, d'un imaginaire conservateur qu'on croyait disparu et qui pourtant n'a jamais cessé de rôder. Car fut un temps où la culture hollywoodienne était dominée par une idéologie conservatrice. Des années 20 aux années 50, le cinéma américain était patriote, moral, vertical. Les figures tutélaires s'appelaient Frank Capra, John Ford, Cecil B2000. La famille était un pilier, la propriété une valeur, la foi un horizon. And that's why it seemed like a pretty good idea to me to get boys out of crowded cities and stuffy basements for a couple of months out of the year. And build their bodies and minds for man-sized jobs. Et dans les années 50, avec la chasse aux sorcières lancée par le McCarthyisme, la gauche hollywoodienne est méthodiquement démantelée. Des cinéastes comme Dalton Trumbo, Ring Lardner Jr., John Howard Lawson, Joseph Losey sont blacklistés, contraints à l'exil ou à l'anonymat. La suspicion d'intelligence avec l'ennemi, comprendre le communisme, suffit à briser une carrière. Were you ever a member of the Communist Party? No. Did you attend Communist Party meetings in the fall of 1939? Le conservatisme triomphe alors comme idéologie dominante dans les récits, un ordre à préserver, une hiérarchie à défendre, une nation à protéger. Mais l'équilibre va se rompre. Dans les années 60-70, une nouvelle génération de cinéastes surgit. Coppola, Scorsese, Altman, Cassavetes, Ashby, De Palma. Formés dans la contre-culture, inspirés par le cinéma européen, ils renversent les codes. Caméra à l'épaule, héros ambigus, critique de la guerre, du pouvoir, de la famille. C'est le nouvel Hollywood. Et avec lui, le conservatisme disparaît du cœur de la production. Les rares figures droitières comme Don Siegel, John Milius ou Clint Eastwood sont reléguées à la marge. On les tolère. Parfois, on les caricature, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne les place plus au centre. Dans les années 80, avec l'arrivée de Ronald Reagan, une tentative de reconquête conservatrice s'opère. Mais cette fois, par le biais de l'actionneur, du blockbuster, on célèbre la force, la revanche, le nationalisme. Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris deviennent les visages d'une Amérique victorieuse, simplifiée, nettoyée. Hollywood rejoue la guerre du Vietnam sur un mode triomphant. Top Gun devient une publicité pour l'armée de l'air, supervisée par le Pentagone, et la figure du héros blanc, musclé, invincible, redevient tendance. Mais cette période est éphémère. Elle repose plus sur le style et sur l'esthétique que sur l'idéologie. Avec les années Clinton, une nouvelle hégémonie culturelle s'impose, plus libérale, plus mondialisée, plus urbaine. La télé du câble monte en puissance et avec elle des récits ancrés dans la côte Est, dans les grandes villes, dans les milieux intellectuels. Puis HBO cristallise cette mutation. The Sopranos, Six Feet Under, The Wire, des séries centrées sur l'individu, la déconstruction, la nuance. L'Amérique médiatique devient bleue. Et avec le temps, une fracture s'installe. D'un côté, l'Amérique des côtes, progressiste, inclusive, connectée, et de l'autre, l'Amérique des plaines, rurale, blanche, silencieuse. Une Amérique qui regarde en silence pendant que l'autre réécrit son récit. Dans les années 2010, l'idéologie progressiste s'institutionnalise dans la culture dominante. À Broadway, la comédie musicale Hamilton réinvente les pères fondateurs en rap et les rôles sont confiés à des acteurs racisés dont Lin-Manuel Miranda, l'auteur de la comédie musicale d'origine portoricaine lui-même, qui incarne Alexander Hamilton en personne. À Hollywood, MeToo déclenche une onde de choc. On parle inclusion, représentation, rééquilibrage. On fait le ménage dans les rangs. La culture américaine est en train de se reformater.
Mais dans les Red States, on ne se reconnaît plus dans ce récit. Pendant que la presse libérale célèbre ces transformations, une contre-culture ultra-conservatrice s'organise sur YouTube, sur les forums, dans les talk radio. Elle n'est plus religieuse, elle est identitaire, paranoïaque, apocalyptique. Anti-système, c'est l'Amérique d'Alex Jones, de QAnon, des survivalistes, des ranchers armés, des conservateurs en colère. Une Amérique qui rejette la mondialisation, le féminisme, l'État fédéral, les élites, et qui se radicalise. Elle va porter au pouvoir Donald Trump, et c'est dans ce contexte, au cœur de cette recomposition culturelle, que le 20 juin 2018, Paramount Network diffuse le tout premier épisode de Yellowstone. This is America. We don't share land here. Ce n'est pas un hasard, c'est une coïncidence historique significative. Yellowstone ne fait pas que marcher, elle devient un phénomène sociologique. C'est la série de l'Amérique rurale, elle écrase les audiences sur le câble, elle devient la série préférée des vétérans, des éleveurs, des policiers, des foyers de la Middle America, des gens qui ne se reconnaissent plus dans les fictions progressistes. Et elle transforme un homme discret en icône, Taylor Sheridan. Dans cette série de vidéos, on va revenir sur son parcours, comprendre qui il est, d'où il vient, ce qu'il raconte et surtout ce que son succès révèle du retour de la droite à Hollywood. Et pour cela, il faut repartir en 1970, à Crenfills Gap, au Texas. C'est là que naît Taylor Sheridan, dans une famille modeste, enracinée dans la terre. Il grandit au grand air, entre les vaches et les chevaux. Son père travaille dans l'élevage, sa mère partage avec lui l'amour des animaux et de la nature. Ce n'est pas une famille riche, mais c'est une famille fière, et surtout une famille du Sud profond, attachée aux valeurs traditionnelles, le travail, l'honneur, la loyauté, la terre. Sheridan a peu de livres à la maison, mais un en particulier va le marquer à vie. Lonesome Dove de Larry McMurtry, un western crépusculaire, l'histoire de deux anciens rangers désabusés qui traversent l'Ouest pour convoyer du bétail. Une épopée nostalgique, virile, hantée par la mort. Plus tard adapté en mini-série, Lonesome Dove devient pour Sheridan bien plus qu'un récit. C'est un mythe fondateur, le modèle, l'exemple, l'idée qu'un western peut être grave, lyrique, moral, tragique et que les cow-boys peuvent avoir une âme. May have a vision, you say. Yeah. Très jeune, il sait qu'il veut raconter des histoires, mais au Texas, on ne devient pas scénariste, on ne connaît même pas le mot. Alors il se cherche, il fait des petits boulots, il tond des pelouses, il travaille sur des chantiers, il commence des études qu'il ne termine jamais. Et puis un jour, par hasard, il découvre qu'il existe un chemin vers ce métier où l'on peut gagner sa vie en racontant des histoires, ou du moins en les interprétant. Acteur. Taylor part pour Los Angeles sans agent, sans plan. Il passe des castings, il accepte tout. Walker Texas Ranger, Dr. Quinn, Veronica Mars, les experts. Il aligne les apparitions sans consistance, les rôles interchangeables, mais il observe, il lit les scripts, il note les mécaniques. Il analyse. Puis vient un rôle un peu plus marquant, le policier David Hale dans Sons of Anarchy, un personnage récurrent, de la place à l'écran, quelques vraies scènes. Mais après 2 ans à vivoter dans la série, tout bascule. Sheridan devient père, il demande une revalorisation de son contrat pour subvenir aux besoins de sa famille. La production refuse, lui informe qu'il touche déjà ce qu'il mérite, selon lui en interview, et là, il prend une décision radicale. Il quitte la série. S'il doit raconter des histoires, ce sera à ses conditions, par l'écriture. Il n'a jamais écrit un scénario, il ne saurait pas à qui les montrer dans l'industrie, mais il se lance. Lui est fauché, c'est sa femme qui lui achète Final Draft, et il se met à écrire à l'instinct, sans plan, sans méthode, mais avec une idée, raconter une guerre invisible, une guerre qui ne se dit pas dans les journaux, une guerre qui traverse la frontière américano-mexicaine et qui s'infiltre partout, dans tous les aspects de la société. Il imagine une opération clandestine menée par des agents fédéraux pour lutter contre les cartels, une opération floue, ambiguë, où les gentils et les méchants changent de visage et au centre, une femme. Une agente du FBI perdue, dépassée, utilisée. Elle s'appellera Kate Macer et le film s'appellera Sicario. Lorsque Taylor Sheridan commence à écrire Sicario, il n'a ni producteur ni plan de carrière. Ce qu'il a, en revanche, c'est un regard désenchanté sur un monde dont les règles ont glissé hors du champ moral. Sicario, c'est ce regard-là jeté au milieu du désert, sur une guerre qui ne dit pas son nom, sur des agents doubles, sur des masques administratifs, sur des alliances invisibles. C'est un film frontalier dans tous les sens du terme, à la fois géographiquement, moralement, narrativement, une œuvre limite tendue entre le classicisme des grands récits américains et la cruauté d'un monde moderne qui a brûlé ses dernières illusions. L'histoire, volontairement réduite à un minimum d'exposition, commence sur une descente du FBI, une maison calcinée, des cadavres dans les murs, une violence qui ne s'annonce pas, mais qui s'expose d'emblée comme une évidence. Sheridan ne cherche pas à expliquer, il veut nous plonger dans l'horreur, dans la confusion,
dans la guerre. Mais ce qui fascine dès les premières pages du scénario, c'est l'ambiguïté totale des figures de pouvoir. Le FBI, la CIA, le département de la défense, personne ne parle clair, personne n'assume. L'État est devenu un organisme fuyant, tentaculaire, qui délègue la violence, la sous-traite, la justifie au nom d'un bien plus grand qu'il ne prend jamais le temps de définir. Au centre du film, Kate Mercer, interprétée par Emily Blunt, devient notre fil conducteur. Mais elle n'est pas une héroïne au sens classique, elle est le témoin. Elle est le réceptacle, la figure sacrificielle qui traverse le film sans jamais le contrôler. Sicario se déploie comme une tragédie grecque, avec une structure en 5 actes volontairement shakespearien, dans laquelle le climax n'est pas placé à la fin, mais au milieu, au cœur du film, la scène de passage de frontières, une embuscade, des morts, des regards vides et un basculement. À partir de là, le film devient une lente marche vers la révélation, vers l'enlèvement final, vers la vengeance d'Alejandro, figure fantomatique, ancienne victime devenue bourreau, dont la trajectoire défie toute moralité binaire. Alejandro comme Matt n'a pas d'arc, ils sont, ils avancent, ils obéissent à une logique intérieure qui échappe au spectateur. Sheridan assume cette opacité. Il ne veut pas que ses personnages deviennent pédagogiques, il veut qu'ils soient incarnés, déterminés, habités par leur fonction, même si celle-ci est monstrueuse. Dans cette première œuvre, on retrouve déjà tous les grands motifs sheridaniens, la frontière à la fois réelle et symbolique, la masculinité silencieuse faite de gestes plus que de mots, la faillite paternelle comme blessure ouverte et surtout l'absence de rédemption. Dans Sicario, il n'y a pas de salut, juste une ligne qu'on traverse et quand on revient, on n'est plus le même. Sheridan ne cherche pas à dénoncer, il ne cherche pas à condamner, il montre. Et ce qu'il montre, c'est un monde dans lequel les valeurs sont mortes et les héros sont impossibles. L'écriture de Sicario devient sa porte d'entrée dans un système qui jusque-là l'ignorait. Le scénario circule, intrigue, séduit et le producteur Basil Iwanik, patron de Thunder Road Pictures, propose de lui acheter. Sheridan accepte sans hésitation. Et si son tout premier scénario fait mouche, c'est peut-être parce que les scripts de Sheridan, dans leur forme, lui ressemblent. Il les dépouille de tous les éléments techniques, pas de travelling ou de gros plans, il préfère des descriptions plus imagées. Pour dire très gros plan sur un œil bleu, il dira « Frame is filled with a blue eye, as blue as the ocean. The eye blinks and we can almost feel a breeze. We are that close. » Pour dire gros plan sur le visage d'une femme, il dit « Camera so close to the woman's face, it almost touches her. » Ces scripts ont un but simple, écrire au mieux pour qu'on voit la scène exactement comme elle apparaît dans sa tête à lui. Denis Villeneuve est choisi pour réaliser Sicario, un choix que Sheridan valide immédiatement, non seulement parce que Villeneuve est déjà un cinéaste respecté, mais surtout parce qu'il n'est pas américain. Sheridan le dira plus tard, il ne voulait pas d'un metteur en scène qui plaquerait ses convictions sur le film. Il voulait un regard étranger, fasciné, presque anthropologique. Quelqu'un qui observe sans commenter. Quelqu'un qui ne serait pas tenté de sauver l'Amérique par l'image. En cela, le regard clinique et spectral de Villeneuve est un match parfait. À Cannes, Sicario est un choc. La presse salue un thriller tendu, sec, sans concession, la performance de Benicio del Toro, la photographie de Roger Deakins, la partition suffocante de Johan Johansson, tout concourt à faire du film un événement. Mais le vrai gagnant, c'est Sheridan. D'un coup, il passe du statut d'acteur secondaire à celui de scénariste à suivre. Il a trouvé sa voie, il a trouvé sa place à Hollywood, pas dans le système des franchises, des blockbusters, des films de studio, mais dans cette zone médiane plus rare où l'on peut encore faire du cinéma adulte, politique, ambigu. Et ce succès ouvre la voie à son deuxième script, Hell or High Water, en français Comancheria, qu'il avait écrit dans la foulée et qui était bloqué dans le processus de production, tout en haut de la blacklist d'Hollywood, jusqu'à ce que le succès de Sicario accélère les choses. Un second chapitre s'ouvre et cette fois, c'est une autre Amérique que Sheridan va radiographier. Une autre frontière, mais cette fois, ce n'est pas celle qui sépare les États-Unis du Mexique, c'est celle invisible qui coupe l'Amérique d'elle-même. Le Texas de Comancheria n'a rien de flamboyant. C'est un territoire abandonné, lessivé, grignoté par le sable, les dettes, les banques. Une Amérique dont les rêves sont saisis à l'amiable. Le western est terminé, mais les cow-boys sont toujours là et ils crèvent. 21st century, I'm racing a fire to the river with a herd of cattle. And I wonder why my kids won't do this shit for a living. Move 'em! Get out! Go, go, go! On y suit deux frères, Toby, Chris Pine, et Tanner, Ben Foster, qui décident de braquer les agences de la banque qui essayent de saisir le ranch familial. Leur but ? Sauver une terre, un héritage et le transmettre aux enfants de Toby. Face à eux, un vieux ranger proche de la retraite, campé par un Jeff Bridges crépusculaire. Et sous ce trio, une seule force vraiment active, vraiment motrice, la mort d'un monde. Sheridan ne raconte pas une cavale, il raconte une fin de règne, la dépossession des terres par les banques, l'humiliation silencieuse des hommes pauvres, la disparition de la masculinité rurale et ce sentiment amer que tout ce qu'on vous a appris à être est devenu inutile. C'est un film sur les pères qui ne savent pas comment protéger leurs enfants parce que le monde qu'ils ont connu
est mort. Comme souvent chez Sheridan, le système remplace l'antagoniste. Le monde est devenu un adversaire en soi et les hommes, eux, se débattent dans une tragédie où tout semble jouer d'avance. Dans Commande Sheria, Sheridan pousse encore plus loin sa méthode. Un plot ultra simple. 2 frères braquent des banques, un shérif les traque. Une exposition condensée en une scène pour laisser place aux personnages et à ce qu'ils ont à dire. Commande Sheria est réalisé par David Mackenzie, cinéaste écossais révélé par Startup. Encore un choix non américain, encore une distance, un regard européen sur l'Amérique. Le film est un succès critique immédiat, sélectionné à Cannes dans la sélection Un certain regard, nommé à 4 Oscars dont meilleur film et meilleur scénario original pour Sheridan lui-même. Ce n'est plus un coup d'éclat, c'est une confirmation. Sheridan devient une signature et comme pour Sicario, ce 2e succès consécutif ouvre la voie au 3e. Cette fois, il ne vendra pas le scénario, il le réalisera lui-même. Et le film qui arrive va porter sa vision à son point culminant, car Wind River est un film qu'il ne veut pas voir déformé. C'est une histoire qui lui tient trop à cœur, un récit sur les gens que l'Amérique regarde sans les voir, les natifs américains. Wind River commence comme un thriller. Le corps d'une jeune amérindienne est retrouvé dans la neige, au milieu de nulle part, par Cory, un pisteur, incarné par Jeremy Renner. Mais très vite, on comprend que ce n'est pas un coup de nid. Le film n'a pas pour but de résoudre une énigme, il s'agit d'affronter une violence, de la comprendre, de la regarder dans les yeux. La structure est limpide. 2 actes. Le premier acte est celui de la constatation, le corps, l'enquête, le refus du FBI de traiter l'affaire comme un homicide parce que la cause officielle du décès, c'est l'hypothermie, le mutisme de la communauté, la méfiance envers les institutions. Le second commence à un moment précis, quand le père de la victime demande à Cory de retrouver les coupables. À ce moment-là, le film cesse d'être une enquête et devient une traque. Cory devient l'exécuteur silencieux d'une justice que l'État refuse d'assurer. Il n'agit pas pour lui, il agit pour eux, pour cette communauté qui n'attend plus rien de personne. Le climax du film est à la fois brutal et glaçant. Une fusillade à huis clos dans un poste isolé d'ouvriers où l'on découvre la vérité sur ce qui est arrivé à la jeune femme. Pas de confession, pas de procès, pas de caméra de surveillance, juste la violence nue et le froid. Dans Wind River, comme dans tout le cinéma de Sheridan, l'ennemi n'est jamais un simple personnage, c'est le monde lui-même, le système, ce que l'Amérique a laissé derrière elle, et la nature, omniprésente, mais pas dans une vision romantique, elle est cruelle, elle est indifférente, elle est inhumaine. La neige ne pardonne rien, elle ralentit, elle isole, elle recouvre les preuves, elle gèle les corps et les souvenirs. Et dans ce monde-là, le FBI n'a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'unité spéciale qui va venir nous sauver, il n'y a que des hommes et des femmes seuls qui survivent comme ils peuvent. Cory Lambert n'est pas un héros, il n'a pas de rédemption à chercher, il ne parle pas beaucoup, il agit, il écoute, et ce qu'il transporte, ce n'est pas de la rage, c'est une connaissance intime du deuil. Jane Banner n'est pas l'élu, elle n'a pas les codes, elle n'a pas l'expérience, mais elle représente cette part de l'Amérique qui parfois arrive trop tard, mais qui veut bien faire. Et la jeune victime Nathalie n'est pas une figure sacrificielle, elle existe, elle a un visage, une voix, une famille, et c'est la plus belle idée du film, rendre à la disparue ce que l'Amérique lui refuse, une sépulture, une vérité, une mémoire. Wind River sort en 2017, budget modeste, 11 millions de dollars, il en rapporte 45. Prix de la mise en scène à Un certain regard à Cannes, acclamé pour sa sobriété, son intensité, son refus du pathos. Le film finit d'installer Sheridan comme quelqu'un avec lequel il faudra compter et pas juste comme l'auteur d'un ou deux succès. Avec Wind River, Taylor Sheridan boucle ce qu'il appellera plus tard sa Frontier Trilogy pour laisser place à une nouvelle aventure, un retour aux sources qui fera de Taylor Sheridan une superstar et un homme extrêmement riche. Dans la prochaine partie, on verra comment Sheridan va conquérir la télévision américaine avec Yellowstone, imposer une vision conservatrice du monde au cœur du paysage médiatique et devenir en quelques années l'un des showrunners les plus puissants d'Hollywood. Alors restez branchés pour cette seconde partie, elle arrive très bientôt.